Bien, nous allons démarrer. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance derrière leurs écrans. Merci aux organisateurs d'avoir proposé cette thématique donnant lieu à ce moment de réflexion et d'échange. Thématique donc de la forme scolaire, réalité paradoxale. Nous allons mettre en question la forme scolaire à la fois dans sa dimension conceptuelle et puis dans sa dimension réelle. Quelle réalité de la forme scolaire aujourd'hui ? Pour cela, nous accueillons trois intervenants. Jean-François Cerisier, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'unité de recherche Techné à l'Université de Poitiers. Ses travaux portent sur la transition numérique des institutions éducatives et sur les transformations des activités, comportements et valeurs de leurs acteurs. Ils s'organisent selon trois orientations thématiques partiellement intriquées: l'appropriation individuelle et collective des techniques numériques, les transformations induites par la médiation numérique et l'analyse des politiques publiques, voilà, je me disais qu'il y avait un souci, parce qu'il m'en manquait une, excusez-moi, et l'analyse des politiques publiques. Les projets auxquels ils participent sont le plus souvent réalisés en collaboration avec des partenaires scientifiques, mais aussi institutionnels et industriels. Nous accueillons également Lucie Mottier-Lopez, professeure ordinaire en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Lucie Mottier-Lopez dirige le groupe de recherche Évaluation, régulation et différenciation des apprentissages dans les systèmes d'enseignement. Elle a présidé l'Association pour le développement des méthodologies de l'évaluation Europe de 2008 à 2012 et est actuellement représentante académique pour la Suisse du réseau International Educational Assessment Network. Elle interroge notamment les problématiques d'évaluation et de régulation dans une perspective d'apprentissage situé, de co-référentialisation et de polycontextualité. Nous accueillons également Yves Reuter, professeur émérite à l'Université de Lille, qui, après avoir enseigné au collège, au lycée, en école normale et à l'Université de Clermont-Ferrand 2, est fondateur de l'équipe de recherche en didactique Théodile. Il a dirigé diverses recherches sur la pédagogie freinée, sur les expérimentations, sur le vécu des disciplines et les décrochages scolaires, sur l'erreur, sur l'enseignement et l'apprentissage de l'écrit, sur les concepts des didactiques, et publié de nombreux livres et articles. Alors, quelques mots d'introduction à cette thématique, à ce concept de forme scolaire. Je pense qu'il est important de commencer par définir ce concept. Tout le monde n'a pas participé à certains ateliers qui ont déjà eu lieu sur cette thématique-là, donc je pense qu'il est important de faire le point. Définir le concept de forme scolaire, ça implique de s'appuyer sur les travaux de son auteur, le sociologue Guy Vincent, qui a défini dans différents écrits de 1980, 1994, 2012, de nature historique, sociologique, mais aussi philosophique, définit le concept de forme scolaire comme, je cite, une forme socio-historique de transmission, c'est la définition de 2012, une forme donc qui se développe au cours du XVIIe siècle en Occident pour donner lieu à un nouveau mode de socialisation de l'enfance. L'objet, forme scolaire, se définit par les caractéristiques suivantes. Je m'excuse pour tous ceux qui connaissent ça déjà très bien. Une certaine organisation spatiale, avec un lieu, l'école, comme espace clos spécifique, séparé du monde extérieur. Dans cet espace, la forme de transmission rompt avec l'ancien mode d'apprentissage par ouï-dire, voir faire et faire avec, pour privilégier l'écrit. Une organisation temporelle spécifique, le temps donnant lieu à une organisation très stricte, de sorte que l'emploi du temps répond à un quadrillage minuté, extrêmement rigoureux. Enfin, cette forme sociale de transmission implique une relation impersonnelle entre le maître et ses élèves, ceci étant soumis à une discipline rigoureuse. Alors, historiquement, cette forme scolaire s'inscrit, pour Guy Vincent, dans la logique de l'œuvre de Jean-Baptiste de La Salle, qui a fondé l'Ordre des Frères des Écoles chrétiennes au XVIIe siècle, diffusé sa méthode d'enseignement simultané par la publication de la Conduite des écoles chrétiennes, publiée à titre posthume en 1720, qui donnera lieu à de multiples rééditions tout au long du XIXe siècle en France, puisque l'école française a choisi d'appliquer cette méthode dans les écoles communales des Guizot, pour ensuite considérer cette méthode comme la seule digne de ce nom. En tous les cas, ce sera la position des pédagogues républicains à la fin du XIXe siècle.
Alors ce concept renvoie à une forme de socialisation historiquement construite. Je me permets d'insister sur cet aspect puisqu'il permet de saisir un élément de la fécondité du concept. Si la forme scolaire est le produit d'une construction socio-historique, alors elle peut être déconstruite. Contre la nature, on ne peut rien ou pas grand-chose, disait Bourdieu, mais on peut déconstruire ce qui est historiquement construit. Dernière précision sur le concept, sur le sens du concept de forme scolaire. Guy Vincent précise dans l'entretien de 2012 que ce concept est irréductible à celui de structure. Il ne s'agit pas seulement d'une structure, mais d'une forme au sens philosophique du terme. Autrement dit, dire que ce n'est pas seulement une structure ou une configuration, en invoquant le concept de Gestalt, ce qu'il invoque lui-même dans l'entretien de 2012, c'est une manière de mettre l'accent sur le fait que cette forme est un principe de détermination de cette structure, impliquant le sens ou la finalité de celle-ci. Donc il ne faut pas oublier, il me semble, la dimension foucaldienne des écrits de Vincent, qui insiste sur la finalité éducative de l'école, finalité politique relevant d'une logique de pouvoir disciplinaire, par laquelle l'école, je cite, assujettit à des règles. Alors l'usage actuel du concept n'est pas toujours rigoureusement fidèle au sens précis que Guy Vincent a donné à ce concept, peut-être parce que les définitions diffèrent sensiblement selon les écrits. Le fait est que ce concept est très souvent utilisé aujourd'hui. Il remporte un franc succès, si l'on en croit le nombre de ses occurrences dans les publications en sciences de l'éducation, mais également le nombre d'occurrences dans les thématiques des ateliers de ce colloque. Alors pourquoi un tel succès? En quoi un tel concept est-il aujourd'hui encore si pertinent pour la recherche, en sciences de l'éducation en général et sur l'école primaire en particulier? Tel est le premier axe de réflexion soumis à nos trois intervenants. En quoi ce concept est-il fécond pour vos recherches? En quoi est-il critiquable? Quelle valeur heuristique y trouvez-vous? Voilà la première question à laquelle nos trois intervenants répondront successivement. Puis, on prendra un petit moment d'échange avant d'aborder la deuxième question, deuxième axe, qui portera sur la réalité à laquelle renvoie ce concept. Quelle réalité de la forme scolaire aujourd'hui? Quelle persistance? Quelle tension ou perspective d'évolution? Pour cela, trois entrées permettront d'aborder ce deuxième axe de réflexion porté par chacun des intervenants. Jean-François Cerisier évoquera l'intensification des usages des technologies numériques à l'école, pouvant être considérées comme une mise à l'épreuve de la forme scolaire. Lucie Motti-Lopez nous parlera des recherches sur l'apprentissage situé et l'évaluation située, permettant de montrer en quoi les formes d'interaction et de régulation changent à travers des questionnements sur les outils, les espaces et les limites. Enfin, Yves Reuter nous expliquera combien des pratiques alternatives conjuguant pédagogie et didactique permettent également d'imaginer d'autres configurations possibles. Voilà, donc nous allons aborder la première question, la forme scolaire. En quoi ce concept est-il fécond pour vos recherches? Lucie Motti-Lopez, si vous voulez bien venir nous répondre. Voilà. Bonjour à vous toutes et tous. Je vais mettre mon petit ordinateur là. Ouais. Voilà, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette invitation, ainsi que Sylvie Jouan pour la problématisation de cette table ronde. Un grand merci à mes collègues également. Donc, comme cela vous a été dit, je m'exprime en tant que chercheuse en sciences de l'éducation. Cela signifie d'emblée, ça peut paraître assez étonnant, que je ne suis pas une spécialiste de la forme scolaire, telle qu'a été travaillée à travers des approches en histoire, en sociologie, en philosophie, et qui a fondé un ensemble de problématisations actuelles dans les travaux contemporains. Alors j'ai été d'abord un peu surprise par cette invitation, j'y ai un petit peu réfléchi, j'ai compris que c'était en lien évidemment aussi avec certains travaux qui posent la question du rapport à la norme scolaire. Et effectivement, mes propres travaux posent la question de l'évaluation au regard de l'apprentissage situé, qui interroge les processus de normalisation en lien avec les situations scolaires, notamment à partir des travaux de Lewe, 1988, Lewe et Wenger, vous les connaissez, mais il y a également un ensemble de travaux peut-être moins connus ici en Europe, francophone, autour d'un collègue, Paul Cobb, américain, et qui travaille plus particulièrement dans l'enseignement primaire à propos de l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, et autour de lui, un grand nombre de collègues anglophones, Greenall, Bowers, and so on.
Alors, ce qui m'intéresse pour ma part dans le contexte de l'école primaire, c'est justement d'aller travailler plus spécialement ce qu'ils appellent des microcultures de classe, qui postulent une relation dialectique en termes de co-constitution réciproque entre ce qui relève des dimensions communautaires, les normes, les pratiques, les significations, vues comme socialement partagées en lien avec différents contextes sociaux rattachés à l'école, et à la fois les dimensions individuelles, personnelles, les valeurs, les croyances, les activités propres des individus. Et c'est à travers ce contexte et ce cadre théorique et d'interprétation que je problématise ces processus de normalisation qui sont vus comme étant à la fois contraignants et rendant possibles les pratiques sociales en classe. Alors, c'est intéressant de faire ce lien avec la question de la forme scolaire, puisque de fait, cette approche située, au sens anglophone du terme, demande à considérer les espaces, les temporalités, les outils, les relations, les discours, les médiations symboliques, les façons de dire, les façons de faire, voilà, on y est sur la forme scolaire, comme en fait caractérisant ce que l'élève va apprendre et plus radicalement comme étant constitutif même des savoirs appris. C'est-à-dire que la forme scolaire est vue comme étant constitutive du savoir, des capacités, des attitudes apprises par les élèves à l'école. Et du coup, elle fait partie du sens même des apprentissages réalisés du point de vue de leur forme, de leur structuration, de leur symbolisation, etc. Et donc, c'est à partir de cette problématisation-là que je me suis posé donc cette question, en quoi la forme scolaire, alors que Lucie, tu n'utilises pas forcément ce concept dans tes travaux, apparaît-il fécond dans mes travaux? Ah, il a fallu du boss, hein. Alors, je me suis mise et eh bien, je me dis que finalement, la forme scolaire est fécond en tant que concept pour mieux comprendre ce qui situe, donc au sens de l'approche situationniste qui m'intéresse, ces pratiques d'apprentissage et d'évaluation qui fondent mes travaux. Sachant notamment que nos travaux en lien avec ces approches situationnistes sont extrêmement préoccupés de la qualité des apprentissages scolaires qui sont particulièrement critiqués au regard même de la forme scolaire. Voilà. Pour rappel, il y a eu des travaux très très connus en ethnométhodologie, ethnomathématique de Karaher et Hall, que vous connaissez très bien, qui montrent que des enfants peu scolarisés sont capables de raisonnement mathématique dans des activités de vente, dans des marchés en Amérique. Ils ne parviennent pas à remobiliser leur raisonnement mathématique dès lors que la tâche est scolaire. Puis il y a aussi une analyse qui est extrêmement intéressante, qui est celle d'Audigier, un collègue genevois, didacticien des sciences sociales, qui justement, lui, réfléchit de ce point de vue à la forme scolaire dans ce contexte spécifique de l'enseignement, de l'histoire, géographie, éducation à la citoyenneté. Et puis il a mis en place un dispositif où il y a eu des enseignements en lien avec une question sociale vive. Ensuite, les enfants ont été mis dans des situations de débat, à l'époque, en 2008, vues comme étant peu caractéristiques de la forme scolaire. Et puis, on leur a demandé de construire un point de vue et de défendre un point de vue ensuite pour convaincre. Et le constat du collègue didacticien, c'est de constater que les savoirs enseignés à propos de la question vive ont été finalement peu mobilisés par les élèves dans ces situations de débat, avec l'interprétation d'Audigier, de se dire que mais finalement cette situation était perçue comme peu scolaire, et donc ce sont des arguments de sens commun qui ont été mobilisés par les élèves. À la fin de la séquence d'enseignement, top, petite évaluation sommative bien classique, papier crayon, les élèves qui n'ont pas été en mesure de remobiliser ces savoirs l'ont restitué dans la forme scolaire propre à l'évaluation, par ailleurs, qu'on peut rattacher à des notions telles que le contrat didactique ou encore coutume de classe pour Balakev et pour mes propres travaux et de la communauté avec laquelle je travaille, les microcultures, les normes spéciales et spécifiques à des enjeux disciplinaires. Alors je pense que lorsqu'on parle de la forme scolaire, du point de vue situationniste qui est le mien, eh bien c'est un concept qui a pour intérêt de cibler des traits caractéristiques relativement génériques, donc d'un mode de socialisation propre à l'école, pour mieux comprendre ces processus situés et qui vont amener à contraindre et rendre possible les apprentissages scolaires. Ce qui est critiquable, parce que je crois qu'il ne me reste plus qu'une minute, ce qui est critiquable, c'est la deuxième question. Pourquoi finalement, Lucie, tu l'utilises si peu, cette notion? Alors, je suis gênée par la généricité du concept.
Bien évidemment, c'est vraiment pas la première à le dire, ça a été fortement souligné dans le symposium de hier, coordonné par Diane Bedouin, Julie Delalonde, puis discuté par Laurent Lesquerch. C'est un concept assez complexe, flou, polysémique, parfois peu défini. Finalement, c'est quoi? C'est les traits qui caractérisent la forme scolaire. Est-ce qu'on vraiment on a une conception partagée de cette forme scolaire? Puis moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, je suis assez attentive à cette idée que la forme scolaire, finalement, c'est un tout au regard d'un ensemble d'attributs, mais qui, ensemble, ne sont pas les attributs. Et comment, d'un point de vue méthodologique, on arrive à appréhender ce tout au regard d'une appréhension opérationnelle de chacun de ces états, de ces attributs de la forme scolaire, pour dépasser l'attribut, pour revenir à la forme en tant qu'un tout. Et dès lors que dans l'apprentissage situé, on va aller rechercher ces micro-processus qui marquent à travers des dimensions contextuelles très spécifiques, construites, négociées, parfois émergentes, mais contraintes aussi, parce qu'on appelle l'aréna, donc le préexistant, le culturellement, le socialement construit, eh bien finalement c'est un concept qui m'apparaît un peu trop générique par rapport à la nature du questionnement que je me pose. Dernier point que je mettrai en évidence. J'ai toujours pas très bien compris, pour ce qui me concerne, si la forme scolaire a une tension descriptive compréhensive, c'est ce que dit Vincent dans son texte de 2008. Est-ce que finalement il a plutôt une visée normative avec une dimension plutôt négative, ou est-ce que c'est un concept qui nous amène à une visée transformative et du coup la forme scolaire n'est plus celle que Vincent nous dit, mais celle qu'elle sera dans ces dimensions transformatives. Et je trouve que là également, eh bien, je suis parfois un peu mal prise avec les visées de la forme scolaire. Merci Lucie Mottier-Lopez. Nous allons maintenant écouter Yves Ruther. Bien, merci aussi pour cette invitation. Merci aussi aux participants de l'atelier d'hier sur la forme scolaire et aux intervenants. Ça a permis de réfléchir, de transformer certaines choses, etc. Alors, je fais référence effectivement pour le concept de forme scolaire à Guy Vincent, même si on pourrait évoquer d'autres auteurs. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à lire les 2 entretiens ou l'entretien qu'on a publié en 2 fois dans la revue Recherche en didactique en 2012, où on l'invite à revenir sur ses travaux et à creuser ce qui nous semblait des problèmes éventuels ou des nécessités de clarification. Ceci étant dit, je trouve que c'est un concept qui est vraiment passionnant. Je veux dire, c'est rare finalement d'arriver à construire des concepts qui interrogent autant, qui suscitent autant de réactions, autant d'interprétations. Et donc, de ce point de vue-là, je voudrais rendre hommage à Guy Vincent, qui était vraiment, enfin, pour les contacts qu'on a eus, quelqu'un à la fois d'exigeant et de très chouette humainement. C'est un concept aussi parfois un peu compliqué à saisir, parce qu'il se situe au croisement de travaux historiques, de travaux sociologiques et de travaux philosophiques. Et donc cette articulation n'est pas forcément simple à saisir. Autre chose, et ce qui me semble important, c'était dit au début par Sylvie Jouan, c'est, et je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue, ça renvoie à quelque chose de global, je dirais presque de macrostructurel, sachant qu'il n'aimait pas le terme de structure, mais de macrostructurel dans les modalités sociales de transmission. C'est une forme spécifique de relation sociale. Donc en relation avec d'autres formes et en relation avec des modalités de socialisation, sans que ce ne soit directement une modalité de socialisation. Je crois que là, il insiste bien sur le fait qu'on est à des niveaux de fonctionnement différents. Il y a une théorie du social derrière.
Et pour lui, donc, qui se réfère notamment à la théorie de la Gestalt, finalement, ça met en relation des acteurs, par exemple professeurs, élèves, des composantes, et un travail sur ces composantes, notamment, et c'est très important, le temps, et il renvoie là aux travaux de Michel Véret, notamment, les lieux, et puis une relation, la relation pédagogique qui peut évoluer dans le temps. Il y a des grands principes qui sous-tendent ça, par exemple le principe de la séparation avec la famille, avec le monde du travail, etc. La dépersonnalisation ou le fait que les relations soient impersonnelles, et effectivement, alors la scripturalisation de la transmission, l'importance de l'écrit, et le fait donc de la formation des sujets, et là sur l'idée d'assujettissement, on peut en discuter, puisqu'on ne voit pas très bien quelle institution, mais lui évite de trop employer le terme d'institution, n'assujettirait pas. Et ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est lié structurellement au fonctionnement institutionnel. En tout cas, ça remplace historiquement, et ça a été rappelé en introduction, donc d'autres formes qui fonctionnaient plus sur le voir, sur le dire, sur le faire. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ce remplacement qui s'effectue donc sur plusieurs siècles et qui va instaurer la forme scolaire telle qu'on la connaît plus ou moins, on ne sait pas si ça va perdurer. Personne ne le sait. Et c'est même les limites de nos travaux de chercheurs que de ne pas être capable de prophétiser, ce qu'on peut regretter, mais bon, il faut faire avec. Alors je terminerai sur un certain nombre de problèmes qui me semblent liés dans la période actuelle, outre le fait que ce soit compliqué, complexe, et qu'à mon avis, donc, il faut travailler, lire et relire pour essayer de bien percevoir l'échafaudage théorique. Mais il me semble qu'il y a des emplois incessants de la notion de forme scolaire qui n'ont pas grand-chose à voir avec le concept. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui est un peu formel devient forme scolaire. Et là, non, c'est pas le cas. Là, il faut le dire très clairement, parce que sans ça, n'importe quelle chose qui se répéterait ou qui serait un peu organisée relèverait directement de la forme scolaire. Et là, j'imagine que nos collègues de la pédagogie Freinet sauteraient au plafond sur ce genre de raccourci. Je crois qu'il y a aussi une confusion entre les niveaux micro et macro. Le concept de forme scolaire, comme je l'ai dit, renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la globalité. Et donc, ça n'a rien à voir, ou c'est plus complexe, avec telle ou telle expérience ponctuelle qu'on fait dans une classe, qui dure 2 heures, etc. On n'est pas au même niveau d'analyse, et je crois qu'on n'a rien à gagner à aplatir les niveaux les uns sur les autres. Troisième remarque, on a tendance à avoir une approche, je le dirais, négative, pour le dire vite, de la forme scolaire. Ce qui relèverait de la forme scolaire serait caca-boudin, pour le dire vite. Je crois qu'il faut faire attention. Guy Vincent se situe dans une approche de sociologie critique. Donc, voilà, il a une approche de sociologie critique. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est-à-dire qu'il y a des rappels quand même, par exemple, sur le fait que cette construction de la forme scolaire a aussi comme un des piliers la protection de l'enfance, même si cette protection-là peut se discuter. C'est-à-dire que les enfants ne soient pas soumis à une exploitation totale dans les ateliers, le fait qu'ils ne soient pas forcément dans la rue soumis à la délinquance, etc., etc. Donc il y a cette base-là. Et puis le fait sur lequel nous, on s'est permis d'insister, c'est que c'est un espace intéressant pour les apprentissages. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans le monde du travail, l'erreur, là, n'est pas dramatique, puisque ça ne met pas en péril la production. Et donc, c'est quelque chose qui est important et qui est quelque chose de vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et donc, tout le problème, je crois, pour ceux qui s'emparent ou qui souhaitent s'emparer du concept de forme scolaire,
c'est d'essayer d'articuler effectivement dimension critique et intérêt de ce qui est par là désigné. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous écoutons maintenant Jean-François Cerisier. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors 5 minutes c'est court, il faut choisir un angle. Je vais gagner un peu de temps en disant que moi non plus je ne suis pas, ou moi aussi, moi non plus je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas dans la bonne discipline et je vais peut-être m'écarter un peu de la vision canonique de la forme scolaire selon Guy Vincent. Et je vais essayer en revanche de répondre assez directement aux questions telles qu'elles ont été posées. Donc la première était en quoi est-il fécond, le concept ou la notion de forme scolaire. Pour ça, moi je vais partir de mon expérience de chercheur. Tous mes travaux, tous les travaux auxquels je collabore portent sur, cela a été dit en introduction, sur l'appropriation des techniques numériques dans le champ de l'éducation. Et c'est avec ce prisme que je rencontre assez souvent cette notion de forme scolaire. Et c'est avec ce prisme-là que je vais répondre à la question. Alors ça me conduit très concrètement à interroger les pratiques numériques des acteurs de l'école. L'école E majuscule, O minuscule, comme vous voudrez. Alors qu'il s'agisse des enseignants, bien sûr, des élèves, de leurs parents, et d'autres acteurs, mais ces trois catégories-là sont particulièrement importantes. Donc il s'agit d'appréhender, en quelque sorte, et en allant un peu vite pour le dire, ce que l'école, avec tous ces acteurs-là, fait des techniques numériques ou avec les techniques numériques. Et je fais ça depuis longtemps, plus ou moins mal, depuis une trentaine d'années. Et progressivement, je me suis rendu compte que cette question, qui était aussi finalement la trame du discours politique sur le numérique dans l'éducation, avec des choix de mots parfois qui ont évolué avec le temps, ou de questions comment intégrer le numérique à l'école, donc qui traduit sinon cette question de plus simple, que fait-on, que doit-on faire, que va-t-on faire, que peut-on faire des techniques numériques à l'école. Et moi, progressivement, il m'est apparu que la question réciproque était au moins aussi importante. C'est-à-dire, la question réciproque, c'est la question suivante. Qu'est-ce que le numérique fait à l'école? Vous voyez, je la formule d'une façon pas tellement académique. C'est-à-dire interroger ce que le numérique peut finalement induire comme changement, comme modification, transformation à l'institution scolaire, aux institutions éducatives de façon plus générale, et à la forme scolaire, dont la forme scolaire, avec tout ce que le numérique embarque et qui n'est pas la technique, bien sûr, et qui est un ensemble de potentiels d'action, de pratiques réelles, de représentations, de valeurs, d'utopie, d'idéologie, enfin tout ce que le numérique, tout ce dont le numérique est fait. Et à leur façon, ces deux interrogations, c'est la première, ce que l'école fait du numérique, et la deuxième, ce que le numérique fait à l'école, posent la question de la forme scolaire. S'agissant de la première, l'utilisation des techniques numériques à l'école, bon, la recherche, comme l'expérience des enseignants, montrent que cette utilisation des techniques numériques résiste, ou plutôt que la forme scolaire résiste à l'utilisation des techniques numériques. En tout cas, certains déterminants de la forme scolaire qui ont été rappelés, énoncés tout à l'heure, font que c'est difficile, c'est pas forcément impossible, mais difficile, c'est-à-dire les programmes, les niveaux, les disciplines, la structure des emplois du temps, les modalités d'évaluation des élèves, dont je comprends bien qu'ils ne sont pas les déterminants du modèle proposé par Guy Vincent, mais des conséquences concrètes de cette modélisation, de cette conceptualisation. Eh bien, tous ces éléments-là, tels qu'ils existent aujourd'hui, ne laissent pas beaucoup d'interstices pour que la médiation numérique, l'instrumentation numérique des activités d'apprentissage trouve une place. Et la réciproque, on pourrait dire, pour peut-être résumer la réponse à cette première question, la forme scolaire actuelle est assez peu compatible avec les usages du numérique, les usages des techniques numériques, pardon. Alors réciproquement, la question réciproque est intéressante, et en définissant à minima la forme scolaire comme un ensemble de règles explicites ou tacites qui fournissent un cadre au sens aussi sociologique aux activités et aux comportements,
c'est-à-dire qui fixe pour chacun des acteurs de l'école ce qu'ils peuvent faire, ce qu'il est bien de faire, ce qu'il est interdit de faire. Eh bien, on observe combien le numérique, tel qu'il se développe aujourd'hui dans notre société, dans nos sociétés, et je fais le pari, ou plutôt, comme je suis chercheur, l'hypothèse, que nous n'en sommes qu'aux prémices, eh bien, met en tension les principaux déterminants de l'école. J'y reviendrai dans la deuxième partie de la table ronde. Et en particulier ceux qui constituent la forme scolaire. C'est pourquoi, pour ces deux raisons-là, ou plutôt en réponse à ces deux types de questionnements, il me semble très heuristique de mobiliser le concept de forme scolaire pour étudier c'est difficile à qualifier de façon satisfaisante, disons, étudier les différents processus d'une certaine, entre guillemets, transition numérique dans les institutions éducatives. Deuxième partie de la première question, en quoi est-il, le concept, critiquable? Alors, avant de proposer quelques éléments de critique du concept lui-même, je pense qu'on peut, ça a aussi été dit tout à l'heure, critiquer l'utilisation qui est faite de ce concept. Et alors, il y a plusieurs critiques qui peuvent être portées à ces utilisations du concept. J'en retiens deux. La première est la suivante. Alors, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, que je n'ai pas non plus envie en réalité d'évoquer ici, disons des bonnes et des mauvaises raisons, le concept de forme scolaire, depuis quelques années, est souvent utilisé, alors il est souvent utilisé, mais il est souvent utilisé pour évoquer une dimension particulière de la forme scolaire, c'est la dimension spatiale. Donc, d'ailleurs, dans certains discours, dans certaines communications, pas nécessairement scientifiques, mais scientifiques également, dans certains écrits, dont des articles scientifiques, la forme scolaire est assimilée à l'architecture scolaire, par exemple. Alors, évidemment, je ne nie pas l'importance de la dimension spatiale des déterminants de la forme scolaire. Spatiale et l'espace lui-même et les règles d'investissement, d'occupation de ces espaces, c'est même un élément majeur, mais il n'en constitue que l'une des dimensions. C'est une première critique. La deuxième, elle a déjà été formulée d'une certaine façon juste avant moi, c'est, je pense que la forme scolaire est souvent employée pour décrire une situation passée. Alors ça peut être à des fins critiques, bien sûr, mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter à cette appréhension-là du concept de forme scolaire, parce que la forme scolaire, elle est par essence, parce que c'est une forme, elle est par essence le fruit d'une dynamique, et elle évolue en réponse à des transformations culturelles, sociales, économiques, ça a été dit, politiques de nos sociétés. D'ailleurs, on voit bien que dans d'autres pays ou dans d'autres temps, la forme scolaire était différente parce que justement, elle répondait à des éléments d'environnement différents. Donc elle évolue lentement, mais elle évolue, et quand il n'y a pas d'évolution, on le sait dans la théorie des systèmes, on peut craindre ou espérer une révolution. Alors, du point de vue plus conceptuel, ma critique des travaux de Guy Vincent, pour en revenir à ses travaux fondateurs, elle concerne son choix de ne pas, à ma lecture, de ne pas poursuivre jusqu'au bout une des logiques de son travail de construction conceptuelle, c'est-à-dire de ne pas suivre jusqu'au bout les attendus de la sociologie formelle. Alors, cette sociologie formelle, il s'y réfère à de très nombreuses reprises, notamment il se réfère aux travaux de Simmel, mais il n'en retient que marginalement, que peu, la dimension interactionniste. Et en poussant le raisonnement un peu plus loin, plus loin au-delà de la sociologie des formes, et en s'inspirant plutôt de l'interactionnisme symbolique, on peut réécrire en quelque sorte le concept de forme scolaire d'une façon totalement interactionniste. Et moi, c'est ce à quoi je vous propose de réfléchir, c'est de dire, et si la forme scolaire n'était que des normes qui encadrent des interactions, qui sont les interactions de chacun des acteurs de l'école avec tous les autres. Acteurs plutôt actants, c'est-à-dire humains et non humains. Et de cette façon, on peut assez facilement, la théorie de l'activité notamment y invite, identifier 4 catégories de normes. Une première catégorie, ce sont les interactions que nous avons, que les élèves, que les enseignants, que les parents, que nous avons avec le savoir. Évidemment, la forme scolaire contraint et définit ce rapport au savoir. Donc toutes les
normes, toute une série de normes définissent ce rapport au savoir. Les programmes, par exemple, sont une façon d'encadrer, de définir cette norme d'interaction et de relation au savoir qu'on pourrait qualifier d'épistémique. Une deuxième catégorie, c'est le rapport au temps et à l'espace. Il y en a déjà question, on en a tous parlé, je crois. Et donc, évidemment, le temps et l'espace, j'y reviendrai dans la deuxième partie, c'est très intéressant parce que le numérique, évidemment, modifie beaucoup le rapport au temps et à l'espace. Donc, c'est une catégorie, une norme aussi, hein, la norme scolaire concernant le temps et l'espace, l'occupation du temps et l'occupation de l'espace. Troisième catégorie, j'ai presque fini, il y en a 4. Troisième catégorie, ce sont les interactions avec les autres, donc la dimension relationnelle qui définissent aussi évidemment la forme scolaire. Ça a été dit, hein, la non-personnalisation, par exemple, des relations à l'intérieur de l'école. Puis enfin, pour rattraper le temps perdu ou ne pas déborder trop, c'est cette relation tout à fait particulière au type d'activité, au format d'activité qui peuvent être organisées à l'intérieur de l'école, qui ne sont pas celles de l'extérieur, qui ont des caractéristiques bien précises, ce sont les formats scolaires. Et ça aussi, c'est une interaction qu'on pourrait qualifier de poétique, puisque c'est une interaction avec les possibilités de création et de créativité. Et pour ma proposition de critique conceptuelle, je m'arrête là, pour l'instant. Merci. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir les uns et les autres sur vos premières réponses respectives? Qu'est-ce qui souhaite réagir? Comme vous le souhaitez. Initialement, on avait dit qu'on faisait un petit moment d'échange avant d'attaquer la deuxième question, mais compte tenu du fait qu'on n'est déjà plus du tout dans le timing, on peut enchaîner sur la deuxième question. Ok, alors enchaînons. Très bien. La deuxième question, non, qui commence la deuxième question? Oui, vous y étiez, mais on va faire commencer Yves. Il y a un petit peu de surprise. La deuxième question, je le rappelle pour tout le monde, portant sur la réalité de la forme scolaire aujourd'hui. Alors, je suis un peu ennuyé parce que je ne sais pas si ça renvoie à un objet. Je pense que, comme tout concept, c'est quelque chose qui nous sert à poser des questions et à outiller pour les analyses. Et du coup, pour voir effectivement quel sens on peut donner aux différentes pratiques qui existent à l'heure actuelle. Et je crois que c'est compliqué, parce que si on ne tire pas ensemble les différents éléments du concept que propose Guy Vincent, on risque, comment dirais-je, d'aller vers des conclusions un peu hâtives. Par exemple, il y a toujours eu de l'extériorité dans les fonctionnements scolaires, hein. Les didacticiens, par exemple, parlent de système didactique principal pour ce qui se passe dans la classe, auxiliaire pour ce qui se passe à la maison. On a effectivement des relations différentes avec l'extériorité, avec certaines formes pédagogiques, avec le faire, avec des formes précédentes de transmission dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement agricole, etc. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'est plus dans la forme scolaire? Je n'en suis pas sûr du tout. Donc c'est quelque chose qui est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que, à confondre les niveaux macro et micro, par exemple, on risque de faire des confusions entre pratique et démarche globale. Et c'est pour ça que cette distinction entre pratique et démarche, elle me semble fondamentale. Vous avez, quel que soit le mode de travail pédagogique, on peut introduire des pratiques qui ne leur correspondent pas forcément. Par exemple, si on travaille en pédagogie du projet, on peut avoir un moment, on peut avoir une séquence magistrale, parce que ça correspond à une réflexion collective, à un besoin, etc. De la même manière, quand on travaille en pédagogie magistrale traditionnelle, on peut avoir des moments de coopération.
On peut avoir des conseils. En même temps, dans la mesure où il n'y a pas une énorme cohérence, ça risque de s'étioler. Donc, voilà, là-dessus, je crois qu'il faut faire effectivement, faut s'interroger et notamment voir à quel moment, véritablement, un ensemble de pratiques peut interroger ce qu'on appelle la forme scolaire et la remettre en question. C'est pour ça que j'aurais tendance à considérer que nombre de choses purement ponctuelles qui sont présentées, voilà, ne remettent pas en cause au niveau macrostructurel la notion de forme scolaire. En revanche, l'ensemble des propositions issues de l'éducation nouvelle, je vous rappelle le congrès de Calais 1921 et maintenant le fait que c'était relancé et qu'il y ait des biennales, effectivement, là, il me semble que ça interroge et que ça introduit deux idées qui sont importantes chez Guy Vincent, c'est-à-dire l'idée d'instruction publique, quelque chose qui est fondé sur la rationalité, etc., et l'idée de socialisation démocratique. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut soigneusement distinguer entre une mise en œuvre systématique qui propose une alternative à la forme scolaire et puis des pratiques, voilà, qui sont purement ponctuelles. Le tout étant, voilà, à quel moment on fait la bascule, et c'est quelque chose qui n'est pas simple. Sur ce, en général, l'institution se charge de bien préciser où se situent les limites. Et voilà. Et puis le reste, je garde ça pour la discussion, parce que je trouve que c'est important qu'on ait un peu le temps de discuter. Voilà, à mon tour. Persistance, évolution, remise en cause par le moyen de nouvelles pratiques, mais au regard de la définition de Vincent, nous a-t-on dit. Et on a déjà un peu évolué dans la façon dont on pense cette définition. Notamment, je pense aux travaux de Rita Hofstetter, Bernard Schneuvely, 2018, qui, eux, proposent de penser cette forme scolaire comme une forme institutionnalisée de transmission des valeurs, des capacités, des savoirs, notamment supposant un ordre curriculaire qu'ils définissent, la formalisation des conditions d'enseignement d'apprentissage, la professionnalisation des enseignements, vus comme les premiers protagonismes des changements et du changement de la forme scolaire. Puis en même temps, on nous demande, au regard de la définition initiale de Vincent, alors je suis revenue à la définition initiale de Vincent, et à nouveau, je me suis posé la question à propos de ce que je disais tout à l'heure, est-ce que c'est au regard des attributs qui font un tout, qui font forme, et qui, par exemple, nous amènerait à considérer que l'on doit réfléchir à la façon dont on pense la participation des élèves. Est-ce que c'est un élève qui s'exprime, la nature des apprentissages, est-ce que c'est des apprentissages par cœur, c'est un petit peu ça, dans son texte même de 2012, où il redéfinit quand même une façon de penser cette forme scolaire qu'il voit en crise avec la visée de socialisation démocratique. Alors, c'est clair que quand on voit un petit peu ce qu'il propose, le mode d'apprentissage, c'est apprendre par cœur, la participation attendue de l'élève, c'est le silence dans l'école, le silence à l'école, le rapport à l'autorité, c'est la soumission à des règles, la nature des savoirs, c'est des savoirs plutôt que des savoir-faire, etc., etc. Alors moi, j'espère bien que nous avons bien transformé cette forme scolaire par rapport aux définitions, parce que c'était la question qui nous a été posée, initiale de Vincent. Mais en même temps, on a envie de dire que l'école de hier était quand même très différente de l'école d'aujourd'hui, mais est-ce vraiment le cas ? Alors, j'ai pris l'exemple de l'évaluation des apprentissages en classe. Vous savez que depuis les années 1970, on promeut de l'évaluation formative en classe, on va parler d'auto-évaluation, d'évaluation collaborative, on va parler d'évaluation de repères. Charles Adjé nous a fait un magnifique ouvrage 2021, une évaluation à visage humain, des évaluations différenciées dans des dispositifs innovants, etc., etc. Et en même temps, au niveau macro, dont parlait Yves, eh bien, c'est une évaluation qui doit répondre à des besoins sociaux, de hiérarchisation, de distribution des biens y compris culturels et sociaux. Et on regarde ce qui se passe dans les classes. Et que voit-on tendanciellement ? Persistance d'une évaluation qui sanctionne, persistance de certaines façons d'évaluer l'écrit, persistance de certains savoirs, plus restitution de savoirs appris, persistance d'une évaluation individuelle. Ah ben tiens, on retrouve Vincent. Persistance du silence de l'écolier quand il est évalué. Persistance de l'évaluation par discipline, persistance d'un individu solo. On n'utilise pas
d'autres sources lors de l'évaluation que sa propre tête. Persistance des sanctions quand on triche. Persistance des règles qui s'imposent sur les conduites attendues dans la situation d'évaluation. Tout cela au nom, macro, d'une justice, au nom d'un principe d'égalité de traitement qui n'est pas voulu seulement par l'école, mais aussi par la société, et parfois, on l'a vu hier dans cette communication dans le symposium, par les élèves eux-mêmes, au nom de la justice. Soyons maltraités, mais alors soyons tous maltraités de la même façon. De façon plus tranquille, si nous devons être contraints par une certaine forme scolaire, eh bien, c'est une contrainte pour toutes et tous. Et du coup, l'école peut être perçue comme juste dimension macro. Alors, peut-on agir, je l'espère, avec des dispositifs? Alors, je vais faire comme mon collègue, je vais les retenir pour la discussion. 3, en termes de formation, en termes de réseau avec différents acteurs sociaux, et bien sûr en termes de formation professionnalisante avec nos jeunes, futurs enseignants, enseignantes. Voilà. Merci. Alors moi, avant de répondre à la question, je vais faire part d'une interrogation. J'observe autour de moi que beaucoup de parents cherchent à scolariser leurs enfants dans des écoles alternatives ou même à les scolariser à la maison. Et donc, je me pose la question, si ça n'est pas pour des raisons d'ordre social, ça peut... Évidemment, c'est peut-être souvent le cas, mais pas seulement le cas. Est-ce que ça ne veut pas dire que la forme scolaire, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne répond pas aux attentes des familles et par là même de la société? C'est le point de départ d'une réflexion, en tout cas. En tout cas, on sent bien que l'État français ne prenant pas des décisions révolutionnaires par rapport à son école, les parents sont de plus en plus nombreux à scolariser leurs enfants autrement. Alors, j'en reviens moi à mon prisme du numérique, et je l'ai dit, donc je vais être assez rapide, lors du précédent tour de table, la forme scolaire est mise en tension par le numérique et ses usages. Le premier point, c'est l'espace clos dont il était question, qui est quand même la séparation entre l'école, la mise à l'abri des élèves à l'école par rapport au monde, décrit par Guy Vincent, mais enfin présent déjà dans les textes de Condorcet, résiste mal ou résiste pas au numérique. La porosité entre des espaces-temps scolaires, familiaux et autres, avec le numérique, grâce à cause, comme vous voudrez, du numérique, en raison du numérique, fait que ça ne fonctionne pas. Donc il y a cette mise en tension, cette mise sous tension. Alors bien sûr qu'il y a d'autres mouvements dans la société qui provoquent des tensions. Mais il me semble observer que le numérique accompagne ces autres mouvements, les suscite parfois et provoque de très fortes tensions. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les systèmes résistent un temps aux pressions de l'extérieur, ils s'adaptent, ils meurent ou ils changent, ou ils se révolutionnent. Et si je reprends très rapidement, je vais prendre 4 exemples pour illustrer les 4 normes d'interaction que j'évoquais tout à l'heure pour définir dans une vision interactionniste la forme scolaire, et voir comment le numérique, avec 4 exemples, vous pourrez compléter par tous ceux que vous connaissez et qui sont nombreux, cette mise en tension de l'école. S'agissant des interactions épistémiques, nos rapports au savoir, évidemment que l'accessibilité permanente, quasi permanente pour tous, parents, enfants, élèves, enseignants, de tout type d'informations, de tout type de documents, remet en cause la primauté du discours de l'enseignant et celui des parents aussi. Et donc là, c'est un changement des interactions épistémiques tout à fait considérable. S'agissant des interactions relationnelles, inutile de développer longtemps pour évoquer sur 2 plans la sociabilité des élèves avec les réseaux sociaux numériques et leur transformation de ces sociabilités juvéniles, mais aussi la transformation des relations des parents avec l'institution scolaire quand on déploie à grande échelle, on l'a fait de façon pratiquement systématique avec le confinement, d'environnements numériques de travail qui réorganisent la relation directe de l'école avec les parents.
Interaction et normes d'interaction spatio-temporelle. Alors là, le confinement a été une illustration, une révélation pour certains de questions que l'on connaissait bien. Donc des modifications fortes et fortement liées au numérique pendant le confinement, de la perception et de l'utilisation de l'espace et du temps. On peut aller sans doute jusqu'à interroger une forme de reterritorialisation de l'école, avec une emprise territoriale physique, l'espace physique de l'école, les espaces physiques scolaires, et également une emprise virtuelle qui évidemment ne sont pas disjointes l'une de l'autre, hein, ont des interactions, des intrications très fortes. Et enfin, ces normes d'interaction poétique, c'est-à-dire le faire, eh bien, voilà, c'est évident puisque c'est ce dont on parle le plus. À tort ou à raison, beaucoup de nouveaux types d'activités d'apprentissage sont organisées. Elles sont à discuter, mais en tout cas, elles sont susceptibles de transformer assez considérablement le visage de l'école, vu de l'enseignant et vu de l'élève dans les prochaines années. Je donne deux exemples. Un très très répandu et un qui l'est moins. Un très répandu, le fait que dans les classes d'école primaire, il y en ait plus que très peu qui n'ont pas de dispositif de visualisation collective numérique, TBI, VTI, etc., et qui changent complètement les modes de représentation et d'échange autour du document. C'est une modification considérable. Et j'en cite une autre à laquelle il faut être très attentive, c'est l'irruption des techniques d'intelligence artificielle à l'école, et en particulier toutes celles qui promettent une personnalisation des apprentissages, parce que là on touche à une modification profonde de la forme scolaire, hein, c'est-à-dire c'est non plus un enseignement pour tous, c'est pas l'égalité, c'est un enseignement pour chacun, et c'est peut-être, et je l'espère, et j'en termine là, l'équité. L'équité. Merci. Alors, qui souhaite réagir, interagir? Vous aviez tous deux annoncé. Je veux bien réagir sur 3 points. Le premier, par rapport à ce que disait Lucie, je crois qu'il faut avoir en tête que Bernard Schneuvely et Rita Hofstetter ont une approche très critique des travaux de Guy Vincent. Guy Vincent ayant lui-même un regard très critique de la lecture que Schneuvely et Hofstetter font de ses travaux. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête parce que ça permet de rétablir, non pas de dire qui a tort, qui a raison, mais de rétablir l'espace de controverse scientifique, qui, à mon avis, tiennent notamment au fait que Bernard et Rita accentuent, comment dirais-je, trouvent que Vincent accentue le côté critique. Et voilà, ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de tenir les deux pôles. La deuxième chose, j'ai 3 trucs, je vais aller très vite, c'est je ne sais pas si beaucoup de parents cherchent à scolariser leurs enfants dans des écoles alternatives. D'abord, il n'y a pas énormément d'écoles alternatives, il y en a très peu. Il y avait une note encore il n'y a pas longtemps de Marie Lorviot qui faisait le point, donc c'est très très limité. Et quand on regarde pour les écoles alternatives publiques, donc qui restent tributaires de la carte scolaire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de parents qui sont réticents, hein, notamment dans les milieux populaires où ils ne connaissent pas. Et donc c'est tout un travail en fait de présentation, d'explication, qui prend du temps, etc. J'avais vu ça dans l'école qui pratique la pédagogie Freinet à Mons, qui avait été précédée de pas mal de réunions avec les familles, etc. Et avec des moments aussi de grande crainte, hein, puisque c'était le moment où il y avait Gilles de Robien qui expliquait, comme le fait un de ses illustres successeurs, qu'il n'y a qu'une bonne méthode de lecture. Du coup, les parents de l'école Freinet disaient « Bah ouais, mais nous, ils n'apprennent pas comme ça, peu importe les résultats de leur gamin. » Panique, effectivement. Donc, il a fallu refaire des réunions pour expliquer. À l'école Vitruve, il y a aussi ces mêmes problèmes et qui perdurent encore, puisqu'il y a aussi des familles qui, pour X raisons, d'ailleurs, tentent de contourner effectivement cela. Donc, je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la
troisième chose, et je m'arrêterai là-dessus, je ne sais pas jusqu'où le numérique, on en discutait ce matin dans l'émission Cas d'école, réorganise la relation de l'école avec les familles. Parce que dans certains cas, ça peut accentuer les séparations. On a parlé de fracture numérique, effectivement, pour les familles qui n'étaient pas équipées, ou en tout cas quand il n'y avait pas eu la création antérieure d'une communauté éducative, avec une confiance et un travail commun entre les enseignants et les familles. Et c'est pour ça que finalement, les écoles alternatives s'en sont peut-être mieux sorties dans des milieux à milieu égal, justement dans la mesure où ils avaient cette proximité avec les familles, cette confiance, etc. Mais ce qui m'a frappé, et je me rappelle en avoir discuté avec les collègues de la FESPI, des établissements, la Fédération des établissements du secondaire public innovant, c'est peut-être plus que le numérique, le rôle qu'a joué le téléphone pour raccrocher les familles, pour aller chercher les gamins, etc. Et il me semble qu'à certains moments, dans les discussions sur le numérique, on sous-estime effectivement le poids de cet outil un peu ancien, mais qui peut être terriblement efficace, qu'est le téléphone. Donc voilà, c'est des éléments de discussion. Je veux bien, merci, réagir sur cette question des écoles alternatives. En fait, je pense que le regard ne doit pas porter sur les écoles alternatives publiques, parce que dans ce cas, la question qui est posée aux familles, c'est celle de leur acceptation d'un modèle un peu différent, mais qui leur est tout de même imposé par la carte scolaire. Non, ce que j'observe, mais ça n'a aucune valeur statistique, c'est la création d'une petite multitude d'écoles alternatives privées, et pour la construction desquelles les familles se mobilisent. Donc elles sont bien là à la recherche d'autres choses, probablement d'autres choses répondant à des attentes en termes de formes scolaires assez différentes. Sur la question du téléphone, bien sûr, pour moi, ça fait partie de l'ensemble des techniques de communication. Et la relation avec les parents, elle est fortement modifiée quand même. Enfin, elle est fortement modifiée. Elle est susceptible de l'être par l'utilisation de ces outils. Et ce n'est pas seulement la relation individuelle d'un enseignant à des parents, c'est aussi l'ensemble des informations qui sont fournies aux parents et la place qu'il leur est laissée pour en fournir eux-mêmes, notamment au travers des environnements numériques de travail. On a fait, dans mon laboratoire, on est avec un laboratoire d'ici, le laboratoire d'ici étant Bonheur, on est chargé par l'État de l'évaluation, de l'analyse en tout cas, du déploiement du démonstrateur du dispositif territoire numérique éducatif, qui se déploie notamment, le démonstrateur est notamment dans ce département. Je suis allé notamment travailler dans l'école qui est à côté. Je donne cette orientation, ça était une autre, mais elle est toute proche en tout cas de cette salle, elle est Toulouse. Et nous avons réalisé de très nombreux focus group avec des parents, et beaucoup de parents très spontanément, c'était des entretiens très ouverts et qui concernaient la période de confinement, mais pas seulement, nous ont dit combien les moyens numériques déployés leur permettaient une relation différente à l'école. Alors, je dis en un mot, ça ne dit pas grand-chose, parce qu'il faudrait évidemment pouvoir caractériser, qualifier, mais changer les choses. Et pas seulement le téléphone, bien qu'il ait souvent été utilisé comme moyen disponible, qui fonctionne toujours, ce qui est quand même un élément très important, une technologie qui fonctionne, accessible. Mais il y a eu d'autres, les écoles les collègues ont été très imaginatifs pour trouver des moyens de communication qui fonctionnent avec les parents, WhatsApp, la messagerie de Facebook, Discord, enfin vous connaissez la variété de ces dispositifs. Et dans chaque cas, c'est intéressant d'ailleurs, parce que selon les caractéristiques techniques de ces moyens de communication, la relation ne s'établit pas de la même façon. Parce que c'est synchrone ou asynchrone, parce qu'il y a de l'image ou il n'y en a pas, parce qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que ça colore très fortement, ça donne un cadre à la communication avec les familles. Je vais être très, très brève. Encore, oui, d'accord, merci. Tant mieux que ça fasse controverse. Vraiment, c'est formidable.
Et si la controverse pouvait être non seulement entre nos travaux chercheurs, scientifiques, mais que la controverse pouvait être, pour ce qui relève de la forme sociale, scolaire, sociale bien sûr, entre acteurs impliqués. Et que si on pouvait arriver justement à nourrir des espaces de controverse à propos de la perception, de la compréhension de ce qu'est cette forme scolaire et dont les transformations visées, et même quand on dit une socialisation démocratique, quand on utilise ces termes magnifiques, qu'est-ce que c'est qu'une égalité de traitement, une égalité des acquis, qu'est-ce que c'est que l'équité, qu'est-ce que c'est au nom de quoi, au nom de qui? L'égalité des chances aujourd'hui, je pense qu'on ne la comprend encore pas de la même façon. La méritocratie, on ne la comprend pas non plus, en lien avec un ensemble quand même de valeurs sociales fortes qui nourrissent cette forme scolaire. Et c'est vrai que si on pouvait parvenir à trouver des espaces entre acteurs, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui entre nous, pour parler de cette forme scolaire, de l'école à la forêt, pour la faire revenir à l'école, ou l'école sortir dans les espaces sociaux quotidiens, ça serait formidable. Très modestement, avec une collègue qui est d'ailleurs dans la salle, je la salue, Céline Girardet, on a essayé de construire, en lien alors avec un projet international, donc on a juste nommé ça tout à l'heure, le réseau IAN, International Educational Assessment Network. Et le but de ce réseau, en lien avec un ensemble de pays européens et parfois plus largement, eh bien, de poser la question. Alors là, en l'occurrence, c'est une évaluation pour apprendre, on pourrait le prendre de façon plus globale, en lien avec, par exemple, l'émergence du numérique en classe. Et nous ne travaillons que si nous sommes, mais c'est une contrainte qui devient formative, on l'espère, que si chaque pays et chaque délégation est représentée à la fois par un formateur académique et avec un représentant de la sphère sociopolitique en éducation. Et nous devons chaque fois trouver des consensus de dialogue, de problématisation et de force de proposition qui viennent des deux voies. Et après, on va trianguler avec d'autres partenaires, dans d'autres contextes nationaux, etc., pour aller travailler des potentielles transformations au regard de ce qui contraint à la transformation. Et dans ces espaces, forcément, de controverses qui dépassent la controverse scientifique, de fait. Après, du coup, ça devient une controverse sur énormément de dimensions. Et on a essayé ensuite de refaire ça dans les cantons suisses, romans, avec chaque fois aussi ces doubles têtes pour poser ces questions, là en l'occurrence de transformation des cultures évaluatives, mais évidemment qui pose foncièrement la question de la forme scolaire. Voilà. Je répondrai juste de cette manière-là. Le temps est presque écoulé. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite ajouter un élément, peut-être qui sera la conclusion ? Cahier des charges. Je répète, tout reste ouvert, l'avenir est ouvert. La forme scolaire, donc, n'emprisonne pas l'école, c'est ce sur quoi on peut essayer de s'entendre. Un sujet, un concept heuristique qui fait réfléchir, on le voit, qui permet de nourrir les échanges, ça c'est une évidence. Et une réalité également qui permet peut-être de mesurer justement à la fois les écarts à la norme et puis les potentialités d'affranchissement. Merci à vous tous.